j'ai commencé comme ethnographe, c'est-à-dire que je me suis intéressé à une société particulière, très loin d'ici, en Amazonie, où j'ai passé quelques années, et où j'étais en particulier intéressé par la façon dont ces gens, ces Amérindiens, se représentaient et traitaient la nature. J'ai décidé de consacrer toute ma vie de chercheur, non seulement à étudier cette société en particulier, mais d'autres du même genre, pour essayer de comprendre quelle était leur façon de percevoir les continuités, les discontinuités entre eux-mêmes et les êtres qui les entouraient, et les différences que cela présentait par rapport à notre propre conception qui sépare de façon très nette les humains et les non-humains, la nature et la culture. On a assez naturellement, j'allais dire, l'idée que les non-humains constituent une ressource à l'intérieur de laquelle on peut puiser en s'exonérant de la responsabilité que l'on prend en détruisant des écosystèmes, en transformant les sols, en détruisant la forêt, ce que le capitalisme industriel et l'impérialisme et le monde colonial, pour commencer, ont fait pendant presque 3 siècles, avec les conséquences que nous connaissons. Et, au fond, nous sommes dans une situation dans laquelle ce qu'on appelle la nature ou l'environnement, c'est la même chose, c'est quelque chose qui est extérieur de toute façon. L'environnement, c'est ce qui nous environne, donc c'est ce qui prend sa signification par rapport à nous et par rapport aux significations qu'on peut lui donner. Donc tout ce qui est extérieur en ce sens-là est peut être considéré soit comme une ressource, soit comme un espace qui a été progressivement défiguré et qu'il faudrait restaurer ou protéger. C'est une question politique, c'est pas une question de conservation. C'est bien sûr une question de transformation des mentalités progressive, mais c'est pas compatible avec le système capitaliste qui s'est développé jusqu'à présent. Les événements comme ceux qui se déroulent ici peuvent conduire à un changement des mentalités qui va alimenter en quelque sorte une espèce de dynamisme collectif qui est nécessaire pour faire changer les choses. Donc inventer des formes de coexistence politique avec les non-humains en essayant d'atténuer et de faire disparaître si possible les inégalités entre humains, c'est le grand programme de notre siècle. Mais c'est un programme difficile à réaliser pour lequel il faudra une intelligence collective et une force combative assez grande. La réponse passe par l'éducation du regard, l'éducation de la sensibilité, l'éducation même de la connaissance. Donc il y a un savoir du quotidien qui rend plus attentif au monde des non-humains, qui s'est progressivement dissipé, c'est modifié au fond toute une hiérarchie mentale des êtres. C'est une formule de Gramsci, hein, le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté. Les deux doivent être mêlés de façon intime, parce que l'un ne va pas sans l'autre.